On va faire un point de situation de ce qui se passe à Koursk exactement, parce que là, il y a un effondrement des forces armées ukrainiennes, incroyable et surtout ce qui est à suivre, c'est que ça va être le plus gros chaudron, de l'opération spéciale. Depuis 2022, ça va être le plus gros qu'il y ait eu parce que là, tout s'effondre et je vais vous expliquer ce qui se passe. L'attaque russe là, elle a pas commencé avec, l'opération Pipe, c'est-à-dire, pour ceux qui me suivent, l'opération des forces, russes, via un pipeline. Non, elle a commencé bien avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs jours avant, à la sortie du pipeline, les Russes ont bombardé. En fait, ils ont bombardé massivement toute l'Ukraine, plusieurs jours avant, pour dissimuler leur intention. Ils ont bombardé également la réserve de gaz, de ce pipeline, à l'intérieur de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument, il fallait pas laisser la possibilité aux Ukrainiens de renvoyer tout le gaz qu'ils avaient vers Soudja. Pourquoi? Bah, justement, vous allez mieux comprendre. On va aller d'abord sur la carte, voilà, et là, je vais vous expliquer. En fait, l'opération, Pipe, où des Russes, pendant plusieurs jours, il me semble que c'est 2 à 3 jours, sont restés dans un pipeline pour pouvoir surprendre les Ukrainiens dans leurs arrières. Donc cette opération, comme toute opération, a été prévue depuis un petit moment, mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il y a eu les bombardements, ils ont neutralisé, les réserves de gaz ukrainiennes pour pas qu'ils puissent le renvoyer dans le pipeline et l'opération, après, a pu, commencer. Ce que je savais dès le début, les informations que j'avais eues, c'était que c'était une centaine de soldats, donc des soldats d'élite, type, Ackman, le 30e régiment la 30e brigade, russe, hem et donc il y avait plusieurs éléments. Ce que j'ai appris, c'était aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y avait eu plusieurs vagues. Il y avait pas eu une vague. Parce que tout de suite, dans les télégrammes, Twitter, et différents vapeurs ont dit: «Oui, bah, les Russes, bah, à leur sortie du pipeline, heu, ont surpris vraiment les Ukrainiens, mais ont été massacrés». Ce qui n'était pas vrai. J'avais souligné, il y avait d'autres informations qui disaient que, heu, oui, il y avait des Russes qui s'étaient fait tuer, via des drones, artillerie et cetera, parce que les Ukrainiens les avaient repérés, mais qu'ils avaient pu entrer dans la zone industrielle de Soudja et se mettre à l'abri, pour certains. Oui, forcément, dans cette opération, il y avait eu beaucoup de pertes. Et donc, dans, cette perspective, les Russes sont sortis. C'était, il me semble, le 8 mars. Je vous ai mis sur mon Telegram, vous pouvez y aller, je vous ai mis, plein de vidéos, de photos, du moment où ils sont sortis avec les éléments et l'opération a été lancée. Donc en fait, ça a surpris les Ukrainiens dans leurs arrières. Au même moment, je vous avais parlé de ça sur mes vidéos courtes, au même moment, les Russes ont lancé une attaque générale. Ce qui fait que les Ukrainiens ont en plus, ont dû se battre sur tous les fronts et ont été surpris. En même temps qu'ils attaquaient, faut savoir qu'il y a, vers Soudja, dans, la ville, hein, de Soudja, il y a plusieurs ponts, et dans toute la zone de Soudja, il y a une dizaine de ponts. Les Russes bombardent les ponts ukrainiens, justement, pour que les Ukrainiens soient obligés, et c'est ce qui s'est passé, soient obligés d'abandonner leur matériel et de partir à pied. Il y a eu un bombardement, russe sur une colonne de blindés ukrainienne. Il me semble que c'était le 9, la nuit du 9 mars. Ouais, la nuit du 9 mars. Ils ont bombardé une colonne, je vous l'ai montré sur Telegram, une colonne de blindés ukrainiens et ils ont dû, ben, partir à pied. Voilà, parce qu'ils avaient plus, le matériel. Et même avant ça, parce que ça date d'au moins une semaine, oh non, bah, disons 5 jours, les Ukrainiens avaient du mal à avoir du ravitaillement. Pourquoi? Et là, on va se mettre sur la carte.
Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Parce que j'en ai, comme vous le savez, j'utilise beaucoup, d'informations, diverses informations et des mappeurs. Je suis une vingtaine de mappeurs plus, plusieurs canaux, enfin une centaine, 150 canaux, sur Telegram pour suivre, plus sur Twitter. Donc, voilà, je vous fais un condensé et je vous fais de la prospective pour, qu'on puisse voir et anticiper ce qui va se passer par la suite. Je crois que c'est, AMK Mapping. Donc pour comprendre, il y a une petite chose à visualiser, c'est ceci. Vous voyez cette route, c'est ce que j'avais expliqué sur ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivent sur TikTok et en vidéo courte, c'est l'autoroute de la mort. Il y en a une autre, qui passe, il me semble que c'est dans cette, c'est ici, dans cette zone-là, il me semble. Mais le problème, c'est que, les Ukrainiens ne peuvent plus utiliser cette route et donc bien avant qu'il y ait l'opération, la contre-attaque, si vous voulez, eh bien, les Ukrainiens ne pouvaient plus utiliser cette route-là, qui était coupée et celle-là, en fait, elle était, assez proche, heu, pour être régulièrement bombardée, attaquée par les drones. Ce qui fait que ça a réduit les possibilités de ravitaillement, des Ukrainiens. Heu Les attaques de drones pouvaient passer par là. Attendez, je vous fais ici ou venir d'ici. Et donc en fait, déjà, ils avaient une réduction de leur capacité, parce que les Russes étaient bien avancés et étaient pas trop loin, de leur ligne de vie, si on peut appeler ça comme ça. Donc ce qui explique que, bah, là, ils aient, du mal à réagir. Ensuite, on va aller voir maintenant la carte. Les les Russes ont récupéré la ville de Malaya, Loknia, ici. En fait, là, dans cette zone ici, il y avait une, fortification. C'était une ancienne, un centre pénitentiaire, pour femmes et ça servait de fortification, de bastion aux forces armées ukrainiennes et les Russes l'ont pris. Voilà et donc en fait là, bah, ils par la suite, ils ont pu avancer. Une fois qu'ils ont pris, cette fortification, bah, Malaya Noknia était à eux, cette zone-là et en fait donc les Ukrainiens, en fait, dans ce chaudron-là, ont réussi à fuir mais le problème, c'est que, il y a eu des bombardements, là, c'était vraiment intenable et c'est toujours intenable pour eux, dans cette zone. Donc là, ce mapper met en cette zone-là, en gris, en zone, grise, mais il est plus probable que ça ressemble à ça, que cette zone soit déjà prise. Je pense qu'on le voit bien ici et que en fait, voilà, à quoi ressemble, Soudzia actuellement. Voilà, c'est c'est, heu, c'est plus du tout la même superficie et les Ukrainiens là sont en train de battre en retraite. Les Russes ont pris Kubatkin, bah, ça datait, ça c'est pas récent. Ils ont récupéré, il y a pas eu de combat pour cette zone-là. Les Ukrainiens, ont battu en retraite. Les Russes ont récupéré cette zone-là et nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant, Soudzha. Donc je pense que les Ukrainiens, regardez, à ce niveau-là, là, il y a la rivière, on la voit bien, ici, voilà et donc je pense que ça va être leur ligne de défense pour tenir, non, c'est plus ça, pour tenir 2-3 jours maximum pour que, leurs troupes aient le temps de battre en retraite et ensuite, eh ben, ils vont dégager, de la zone parce qu'en fait, ils ne peuvent pas tenir. Il me semble une colonne de véhicules, il me semble que c'était ici, je vous mettrai, une photo, au cas où, qui s'est fait, griller et en fait, les Ukrainiens sont obligés de partir à pied. Donc
La ligne de défense va être, bah, la rivière qui est là, que je viens de vous montrer. Et là, les Ukrainiens vont essayer de tenir au maximum Soudja, et toute cette zone-là, voilà, via la rivière, un maximum pour qu'ils puissent, battre en retraite, dans un ordre convenable. Et maintenant que les Russes ont récupéré cette zone-là, là où vous voyez, cette croix, eh bien, ils vont commencer à lancer des attaques dans cette zone-là, ici, ici pour refermer, ce chaudron, et ils vont commencer à se diriger et recommencer parce qu'ils avaient stoppé, heu, leur avancée, et leur objectif, ça va être de couper la ligne d'approvisionnement des Ukrainiens. Voilà, cette ligne-là, cette route. Pourquoi? Eh bah, ça va forcer les Ukrainiens à battre en retraite. Même si, pendant, 2 jours, ils tiennent, au niveau de Soudja, si les Russes arrivent à couper la ligne de, la ligne de ravitaillement, c'est terminé. Ils pourront pas tenir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la prochaine bataille, ce sera pour, Soudja, qui devrait durer 1 ou 2 jours, peut-être 3 jours, voilà. Le temps que les Ukrainiens puissent, battre en retraite, et après, bah, ils sortiront, de cette zone-là pour retourner vers, Soumy, vers l'Ukraine. Donc, que sont devenus, hein, les forces spéciales qui sont passées par le pipe? Eh bien, ils ont, semble-t-il, fait la jonction avec les autres forces, russes. On aura des vidéos plus tard. Là, je vous avouerai que c'est difficile pour tout le monde de faire des mises à jour régulières parce que ça va beaucoup trop vite. Il y a des mappeurs que je suis qui ont pas mis à jour, la plupart ont pas mis à jour leurs cartes, que ce soit ukrainien ou russe. C'est difficile à suivre. Donc, j'espère que vous serez tolérants là-dessus, quel que soit, le mappeur. Alors, on risque de voir certaines de ces unités réparties, enfin, russes ou, surtout, ukrainiennes, réparties sur le front. Ça n'aura pas d'impact. Donc, on peut me parler aussi de Toretsk. Ce qu'il y a à Toretsk, c'est qu'il y a un commandant d'une unité, russe de la 50e division qui a menti sur la situation à Toretsk. On pensait tous que Toretsk, c'était terminé, alors qu'il y avait encore des poches de résistance. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont créé des poches de résistance avec de la nourriture, des munitions suffisamment, longtemps pour tenir. Voilà, donc il y a une unité, par exemple, ukrainienne qui a tenu 40 jours, alors qu'on pensait que la situation était clean à Toretsk. C'était pas le cas. Là, les Ukrainiens ont lancé, hem une offensive sur Toretsk, mais ça n'aura pas d'impact, sur le reste du front. Parce que l'objectif des Ukrainiens, là, actuellement, c'est retarder les Russes, que ce soit, bah, Chassivyar, c'est mort, mais à Toretsk, simplement parce qu'après, c'est Konstantinivka, et Konstantinivka, c'est le poumon du secteur. Donc une fois que, Toretsk est tombé, ils pourront pas résister à Konstantinivka, et il y a une bonne partie du front qui va s'effondrer encore. Donc c'est pour ça que les Ukrainiens essayent de tenir un maximum à Toretsk. Alors oui, sur YouTube, la chaîne est démonétisée, mais c'est pas pour ça que je ne faisais plus de vidéos. C'est simplement que moi, ce qui m'intéressait, c'était de donner des éléments stratégiques de prospective, voire analyser les batailles, et pas seulement juste montrer les pertes, montrer les avancées du front russe. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt, voir comment ils ont élaboré leur tactique, leur stratégie, faire de la prospective pour voir quel sera le coup d'après. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc en fait, ce que je ferai, c'est que je vais m'intéresser juste à certains points sur le front, puisque vous, de toute façon, je pense que beaucoup vous regardez d'autres vidéos de mappeurs, et vous fournir pour ces points chauds, pour ces points, où ça bouge, des éléments supplémentaires, ce que vous ne voyez pas ailleurs, voilà. On fera comme ça, et en complément, ce qui est plus pratique pour moi, c'est la chaîne Point Chaud, sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai juste à mettre, mon portable et vous donner,
enfin mon mobile et vous donner certains éléments supplémentaires rapidement. Voilà, donc ça vous fournit, certaines données que, avec un montage, avec, une préparation, on peut pas vous donner, tout de suite, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous demande aussi d'aller sur mon Telegram, pour suivre, parce qu'il y a des infos. Vous savez pourquoi, la chaîne a été démonétisée sur YouTube? C'est pas pour rien. Donc je peux pas vous mettre toutes les informations. Donc sur le Telegram, c'est bien. Sur Point Chaud, sur YouTube, allez-y. Comme ça, en fait, c'est des éléments supplémentaires, ça vous coûte rien. Des éléments qui vous permettront d'analyser, avoir une meilleure analyse, pardon, de la situation et continuer, à partager les vidéos sur cette chaîne-là et puis on essaye de faire grandir la chaîne. J'essaierai de vous faire des vidéos plus régulièrement avec les cartes, mais des vidéos plus courtes, vraiment sur le focus, sur les points essentiels. Donc comme je sais que de toute façon la plupart vont regarder des vidéos d'autres, ce qui vous donne les éléments, sur chaque avancée du front, les pertes et cetera. Donc voilà, ça sert à rien que je préfère vous donner des éléments sur les tactiques et cetera. Certains d'entre vous m'ont demandé, oui, comment aider la chaîne, financièrement. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est du monde qui me suive sur Telegram, des gens qui s'abonnent, voilà, pour faire grandir la chaîne. Pour le reste, on verra. La deuxième chaîne sur YouTube va monétiser, peut-être le contenu au fur et à mesure. Peut-être, ça va prendre 6 mois, mais voilà. Donc on continue comme ça et puis, serrez les rangs et restez unis.